Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Julien Briat, directeur de l'école de tourisme IEFT à Lyon. Bonjour Julien. Bonjour Mélanie. Pouvez-vous donc vous présenter? Bonjour, donc Julien, je travaille dans le secteur du tourisme depuis quelques années. J'ai commencé mon parcours après un BTS tourisme pour les voyages Fram, où j'ai travaillé à l'étranger tout d'abord comme animateur et puis ensuite comme accompagnateur de voyages, notamment sur la Turquie, l'Égypte. Et ensuite, j'étais représentant à destination et j'ai terminé ce parcours au Sénégal. Ensuite, je me suis tourné vers l'aérien, les compagnies aériennes, où j'ai travaillé pour British Airways au centre de réservation européen à Lyon. Et j'avais toujours une passion, c'était la commercialisation de produits touristiques. Et devenir commercial dans le secteur du tourisme m'avait toujours animé et toujours motivé. Et j'ai donc travaillé comme commercial pour Eliade, un tour opérateur spécialisé sur la Grèce. Après quelques années en tant que commercial, j'ai eu un poste de chargé de communication au siège d'Aix-en-Provence pour Eliade toujours, où j'ai pu participer à des événements comme les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, ou créer des nouveaux supports, des outils d'aide à la vente pour les commerciaux par exemple. Ce parcours-là m'a vraiment intéressé, m'a mis les pieds à l'étrier pour tout ce qui était marketing et commercial. Et j'ai ensuite migré vers le groupe Transat, donc Vacances Transat et Look Voyage, pour prendre la responsabilité du tour opérateur sur la partie sud-est de la France, où je gérais toute la partie B2B. Et ça a été aussi un vrai challenge pendant une dizaine d'années, avec une équipe formidable, un vrai plaisir à travailler. TUI a racheté Transat et c'est vrai que ça devenait un petit peu difficile, donc j'ai migré vers le milieu de la formation une première fois, en tant que directeur d'une école à Troyes dans l'Aube. Et puis ensuite, directeur marketing et commercial pour un groupe hôtelier à Chamonix. Et à l'IEFT depuis décembre 2020, où j'exerce donc la fonction de directeur du campus de Lyon et plus récemment directeur de la marque IEFT avec le développement de nouveaux campus notamment. Pourquoi vous avez choisi d'intégrer l'UEFT dans votre parcours? On voit que vous avez déjà été préalablement dans la formation. Est-ce que c'est une envie de partager vos connaissances avec les plus jeunes, de dynamiser le secteur, d'autres raisons? Et pourquoi vous aviez envie de retourner dans la formation? Et une deuxième question, qu'apporte votre parcours, justement, ce parcours assez éclectique à l'école et cette agilité-là? Premièrement, moi ce qui m'a intéressé, c'est surtout, comme beaucoup dans le tourisme et dans le milieu professionnel, c'est surtout des rencontres. Quand j'ai rencontré les personnes du réseau Compétences et Développement, dans lesquelles l'école l'IEFT fait partie, les patrons du réseau Compétences et Développement avaient une vraie envie de développer l'école de tourisme et de créer une stratégie de développement de l'école. Et ça a été aussi un facteur déclenchant de rentrer dans un cadre où les patrons, les dirigeants avaient une envie de développer l'école du tourisme dans un contexte qui, je le rappelle, n'était pas forcément évident puisque c'était il y a un an et demi en plein Covid. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et j'ai eu une écoute aussi, puisque lors des premiers entretiens, on a évoqué des brides de stratégie. On y reviendra par la suite. Et j'ai eu du répondant et de l'adhésion dès le départ, et c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre l'IEFT, qui était une école qui a une certaine notoriété aussi sur la place, on va dire plutôt régionale au niveau de Lyon, mais qui qui a besoin de se faire un petit peu connaître. Donc ça a été vraiment cette la volonté du réseau et de la stratégie. La vision et les rencontres du coup qui ont été le facteur déclencheur pour vous du coup. Ah, complètement, oui, tout à fait. Ça a été vraiment le facteur déclenchant. Et puis aussi de partager d'une vision pour moi qui est qu'une école doit être plus qu'un lieu où on dispense du savoir, mais plutôt un lieu. Alors j'aime bien reprendre l'expression le hub. L'IEFT c'est le hub entre des intervenants, des apprenants et surtout des professionnels du tourisme. Et ça rentrait aussi dans la lignée de la direction et de la stratégie. C'est ce qui m'a intéressé.
Justement, par rapport à cette agilité dont vous avez fait preuve dans votre parcours, j'aimerais bien qu'on en reparle parce que je pense que votre parcours, il dit quelque chose de votre façon en fait d'aborder les nouveaux enjeux, voilà, de prendre part à de nouveaux challenges. On voit que vous aimez les challenges simplement en regardant votre parcours et vous êtes agile et vous avez pris en plus le poste au moment où on n'était pas franchement au mieux dans le tourisme. Est-ce que vous pensez justement par rapport à ça que les étudiants que vous formez aujourd'hui seront également amenés à acquérir cette agilité que vous avez en termes de changement de fonction ou de secteur au sein même du secteur du voyage ou en dehors? Il est vrai que pour moi, l'agilité est quand même apparaît comme une évidence aujourd'hui pour travailler dans tous les secteurs d'activité, particulièrement dans celui du tourisme, dans le tourisme aujourd'hui, puis le tourisme de demain. Ça, c'est important. Je dirais qu'il y a deux choses au niveau de l'agilité. Il y a une agilité tout d'abord managériale, c'est-à-dire que je dois être, alors managériale dans le sens organisationnel, c'est-à-dire que je dois savoir travailler en présentiel, en distanciel, travailler dans des organisations qui sont de plus en plus matricielles et pas forcément pyramidales, et je dois m'adapter effectivement à cette nouveauté et avoir une agilité managériale. Et une réponse à l'agilité managériale, en complément, ça peut être justement des formats d'emploi qui sont complètement différents, où je vais être indépendant, je vais être travailleur indépendant et je vais vendre mes prestations un jour ça peut être pour un office du tourisme ou un lieu d'hébergement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important. Au-delà de cette agilité managériale, il y a aussi une agilité sectorielle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, je dois être capable à la fois de comprendre et de mener une stratégie, mais aussi d'être opérationnel et de l'appliquer. Et c'est pas parce qu'on a Bac+5 ou Bac+8 qu'il faut rester, il faut toujours être au contact des clients, et ce qui est primordial, parce que c'est eux qui vraiment nous font vivre, et ne pas se couper du terrain. Donc ça va être vraiment très important. Je dois être vraiment en mesure notamment dans les TPE, PME qui sont nombreuses dans le tourisme, de faire à la fois du commercial, quand je suis par exemple dans le service communication, mais aussi donner un coup de main à la réception quand il y a un coup, ou au service production quand il y a un coup de bourre. Et c'est pour ça que les profils sont de plus en plus hybrides, avec des profils marketing commerciaux ou management exploitation. Ça, c'est vraiment important. Et en plus sectoriel, donc il y a sectoriel, on va dire à l'intérieur de l'entreprise, mais sectoriel aussi entre les secteurs du tourisme en eux-mêmes. C'est-à-dire que je dois être capable d'aller travailler pour un office du tourisme, mais aussi un hôtel, une agence réceptive ou une compagnie aérienne. Et ça, avec comprendre les liens finalement. Exactement. Et heureusement, je trouve qu'il y a j'analyse un petit peu l'évolution du secteur en termes d'emploi. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un virage managérial qui a été pris, où les entreprises de l'hôtellerie accueillent peut-être maintenant un peu plus de personnes qui viennent des tours opérateurs ou des agences de voyage, et vice-versa. Voilà, il y a un peu plus de transversalité, mais il y a du progrès à faire. Ouais, je pense aussi que c'est important la transversalité, parce que de toute façon, toute évolution qui se passe sur un des opérateurs a aussi des impacts sur d'autres opérateurs, etc. Et donc tout est forcément lié. Et j'aime bien votre vision aussi de demain. Et moi, je parlerai aussi pas forcément que d'entrepreneurs et salariés, mais d'intrapreneurship, c'est-à-dire d'être au sein de son entreprise, peut-être force de proposition et mener des projets ou avoir plusieurs casquettes. Je pense que ça peut être important. Et je reviens sur le fait que vous ayez abordé que c'est souvent plus dans les TPE et PME que ces besoins-là se font sentir, plutôt que dans les grosses entreprises où c'est peut-être un peu plus segmenté. Oui, exactement, c'est complètement ça. Mais justement, il va falloir, comme on a beaucoup de TPE, PME dans le secteur du tourisme, dans toute son immensité, cette agilité est primordiale aujourd'hui. Pour continuer du coup sur cette thématique, quelle est votre vision du monde de demain par rapport à cette agilité ? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement au niveau de l'école où vous voulez mettre en place par rapport à cette formation à l'agilité à la fois managériale et à la fois de compétences? Oui, à l'IUFT, je dirais qu'on ouvre tout d'abord à tous les tourismes. C'est une volonté de notre stratégie dans la mise en place de nouveaux programmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire
un bachelor spécialisé sur l'hébergement ou spécialisé sur les parcs de loisirs, par exemple. On ouvre vraiment sur tous les tourismes et sur des thématiques où je reviendrai tout à l'heure. Et ça, c'est important que les étudiants aient cette vision 360 de tous les acteurs du tourisme qui sont de plus en plus interdépendants les uns des autres. Aujourd'hui, des offices du tourisme travaillent avec des hôteliers, des hôteliers, bon, bien sûr, travaillent avec des tours opérateurs, mais ont besoin de se renouveler technologiquement parlant. Donc pour ça, on fait intervenir beaucoup de professionnels et on ouvre vraiment à tous les secteurs du tourisme, que ce soit de l'organisation de voyages, les organismes territoriaux, le tourisme d'affaires, l'événementiel, bien sûr. Tous ces secteurs-là sont évoqués et on ne fait pas de spécialisation à outrance, puisqu'on est persuadé que de toute façon, l'étudiant ou le futur professionnel va changer de secteur. Pour cela, il y a des cours spécifiques, donc avec l'intervention de professionnels, mais il y a aussi des cours de management où on apprend ces nouvelles techniques de management, d'adaptabilité. Alors, par rapport, par exemple, à des réunions, à de la gestion d'équipe également, et puis aussi à l'organisation générale de son service ou de l'entreprise. Et ça, c'est des cours qui sont plus destinés à des bachelors ou MBA même, avec par exemple des spécialisations dans l'entrepreneurship. D'accord. Vous travaillez aussi sur l'aspect managérial, mais aussi, en entreprise du coup, mais aussi sur l'aspect comment devenir entrepreneur, comment faire de la gestion. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui, on voit qui se tournent directement, et ça, pour moi, c'est surprenant, puisque moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis sortie d'école, et je trouve ça assez surprenant parce que moi, à mon époque, ça se faisait pas vraiment. Et on voit des étudiants qui aujourd'hui se lancent directement dans l'entrepreneuriat. Je trouve ça assez culotté d'ailleurs, et voilà, je les félicite pour ceux qui le font, même si c'est pas l'unique manière de se développer et de s'épanouir dans le monde professionnel. Mais du coup, oui, vous les accompagnez aussi sur ce sujet-là. Sur ce sujet, oui, exactement. Ils sont accompagnés parce que, comme vous le dites, on a de plus en plus de demandes. On est dans c'est une autre génération, même en 10 ans, ça a énormément changé. Et il y a une volonté d'être indépendant et de pouvoir choisir son employeur, que ce soit pour une mission de 6 mois, d'1 an, voire 2 ans, et de pas forcément être pieds et mains liés avec un CDI. C'est ce qui vous raconte. Et d'aller piocher à droite à gauche de l'expérience. Et ça, moi, je trouve que c'est assez nouveau. Oui, alors j'avais déjà enregistré un peu la tendance en 2018 quand j'étais dans ma précédente expérience où il y avait quelques étudiants. Mais là aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un jeune qui veut se lancer là-dedans. Et heureusement, alors là c'est plutôt des niveaux MBA où là on leur apprend vraiment toutes les ficelles du management, de la gestion, de la finance, des ressources humaines aussi, et du travail en transversalité. Et c'est vraiment passionnant, et on a de plus en plus d'étudiants, et on voit pour l'année prochaine, puisqu'on a je reviendrai tout à l'heure sur l'offre de formation peut-être, mais on a un MBA qui est spécialisé sur l'entrepreneurship dans le tourisme. Je trouve qu'en 10 ans, en effet, il y a eu quand même pas mal de changements, et que les entreprises doivent aussi être agiles là-dessus et comprendre que les jeunes cherchent aussi ce côté un petit peu j'ai envie de développer quelque chose et d'être force de proposition. Donc c'est important de le prendre en compte dans le salariat aussi, pour que finalement ça réponde aux nouveaux enjeux du monde. Voilà, on doit avoir à peu près 20% de nos étudiants qui ont ces projets-là. Alors je pars sur des niveaux MBA, voilà, donc, mais 20% c'est déjà beaucoup. Alors, puisqu'on parle de l'agilité des entreprises, quels sont selon vous, hormis l'agilité managériale, etc., comme on vient d'en parler, les enjeux des organisations en termes de mise à niveau et d'innovation auxquels le secteur doit répondre, et comment vous êtes en adéquation avec ça? Je pense qu'on est des entreprises du tourisme, et l'idée c'est d'apporter du bonheur aux gens, donc on doit être avant tout des entreprises humaines. Je dirais alors voilà que toutes les entreprises du tourisme devraient être des great place to work. C'est-à-dire qu'on sait, toutes les entreprises du tourisme savent attirer des clients avec des belles images, des belles campagnes de communication, etc. Elles doivent aussi savoir attirer des clients internes, donc c'est-à-dire des futurs collaborateurs, en donnant un peu plus de rêve. Alors il y a toujours des entreprises qui font rêver, quoique
moi, alors pareil, je vais parler de mon expérience, mais quand il y a 25 ans, vous disiez, oh, tiens, il bosse au Club Med, on avait, on avait les mirettes qui s'émerveillaient. Aujourd'hui, il y a moins d'entreprises dans le secteur du tourisme qui font peut-être rêver. Ça, c'est vraiment la parole d'étudiant, parce que moi, j'ai encore il y a encore des belles sociétés. Donc, je dirais qu'il devrait être des great places to work. Et pour ça, c'est pas forcément l'idée de mettre un baby-foot ou un flipper ou d'avoir des lieux de convivialité. C'est aussi avoir une réelle maturité managériale et de mettre en avant la co-construction des projets, la co-construction des stratégies. C'est-à-dire que d'avoir plus de transversalité entre les commerciaux et les marketeurs. Parce que ça fait des années qu'on entend que si le produit se vend pas, c'est parce que le marketing n'a pas bien fait son produit ou que les commerciaux sont mauvais. Donc de faire travailler les gens beaucoup plus ensemble. Donc il y a des organisations qui parle sont de collaboration, de co-construction. C'est pas mal, c'est quelque chose qui est pas mal, qui se retrouve même dans les associations aujourd'hui. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on devrait l'appliquer finalement, ce co-développement, on parle aussi dans les entreprises. Oui, exactement. Et moi, je l'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître chez Look avec Olivier Kervella, et je trouvais qu'il était en avance sur le sujet, où on travaillait beaucoup sur des projets communs, où on avait des gens de la production, du commercial, mais aussi des personnes qui travaillaient au carnet de voyage. Et pour le développement de nouveaux projets, je trouvais que c'était très très enrichissant de pouvoir le mettre en place. Et après, traditionnellement, effectivement, ce que va regarder le jeune, c'est la politique RSE de l'entreprise. Ça, c'est un facteur sur lequel les entreprises du tourisme doivent encore beaucoup travailler, à mon sens. Mais je désespère pas, parce que je crois qu'il y a un élan depuis 1 an et demi, 2 ans sur ce sujet-là. Et là, c'est bien que tout le monde s'y mette. Ensuite, sur la partie durabilité, on voit également aussi que beaucoup de structures mettent en place des plans d'action pour tout ce qui est réduction de l'empreinte carbone et puis également tout ce qui est réduction d'énergie, et avoir une stratégie durable dans son ensemble, même s'il y a encore des efforts à faire. Mais pareil, je vois des actions d'associations ou d'entreprises comme Flokeo, ou des associations comme Respire, qui mettent, qui fédèrent ces entreprises-là autour de projets communs. Je trouve ça tout à fait louable. Et ça peut être aussi pour des étudiants qu'une entreprise fasse partie d'une association ou soit en lien avec une entreprise comme je disais Flokeo et Respire. Ça peut être aussi un gros plus et un vecteur positif. Et en fait, vous l'avez dit aussi, vous avez la digitalisation qui attire les jeunes. Alors, ils sont pas forcément tous très très bons, ils savent utiliser les réseaux sociaux, mais derrière, ils ont du mal à voir comment je peux vendre via le web. Et ça, c'est ce qu'on leur apprend à l'IEFT, et c'est ce qui peut plaire aussi derrière aux entreprises. Et il y a aussi encore un gros gap à faire pour des entreprises du tourisme. On a vu que certaines ont mis la clé sous la porte. Je pense à des entreprises, des grosses entreprises comme Thomas Cook, qui n'ont pas su prendre le virage du digital, mais qui ont couru à la faillite. Il y en a certains encore gros qui essayent de survivre, mais qui doivent prendre en compte que le digital est quand même primordial aujourd'hui. Et en plus, les étudiants sont généralement, c'est une génération quand même qui est assez digital native. Ils ont l'habitude d'utiliser les outils digitaux, donc ils sont assez à l'aise. Après, comme vous dites, c'est assez intéressant de cette réflexion, c'est qu'ils savent pas forcément comment derrière mettre en place la stratégie par rapport à l'utilisation de ces des outils, parce que finalement ils sont capables de les maîtriser rapidement, mais après sur la mise en place, ça peut être un peu brouillon là-dessus. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être cadrés, d'avoir une formation. Par contre, après en entreprise, ils sont réellement efficaces tout de suite après, qu'ils soient en alternance ou qu'ils intègrent une entreprise après un bachelor ou un MBA, parce que techniquement parlant, au niveau des outils, ils les maîtrisent très très bien. Oui, ils sont à l'aise. Ouais, ils sont très à l'aise sur des outils vidéo de création de contenu. Ils sont plutôt à l'aise, et ça, je rejoins totalement. Quelles sont les nouveautés qui différencient justement l'IEFT des autres écoles de tourisme en termes de contenu et d'agilité pour justement les préparer ces étudiants? Oui. Nous, ce qu'il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'entretien, en début d'interview, c'était
l'idée pour l'IUFT de se présenter comme une école qui forme pas forcément sur un secteur d'activité bien précis, mais qui forme les futurs professionnels du tourisme de demain, avec deux grandes tendances, qui est la digitalisation et le tourisme responsable. Pour cela, on forme classiquement à des BTS tourisme, mais on forme également à des nouveaux bachelors. On a un bachelor qui s'appelle Sustainable and Green Tourism, donc qui est sur le tourisme responsable, où on forme à la fois des futurs managers et exploitants de structures, mais aussi des marketeurs, marketing du tourisme responsable, sur de la création et de la vente d'offres de produits touristiques responsables. Ça, il y a ce bachelor-là. Après, vous avez un bachelor qui est plus orienté sur le marketing et ce qui est Tourism Digital Marketing, où là, on va apprendre aux jeunes à plus travailler sur toute la digitalisation de l'offre, comment je conçois une offre digitale, et ce qui leur permettra de travailler à la fois dans des OTA, mais aussi sur des organismes territoriaux pour faire la promotion d'une destination, la promotion d'une marque. Et enfin, un troisième bachelor qui est lui plutôt côté exploitation management, où on va être, là, ça s'appelle Hospitality, Leisure and Culture Management, où là, les étudiants vont apprendre à gérer un site, gérer une structure, gérer une activité. Donc là, on est plutôt dans la gestion, dans la finance, le management, comment je gère une équipe et comment je réponds justement à l'agilité de demain et comment ça peut me motiver pour aller jusqu'à l'entrepreneuriat. Et enfin, la grande nouveauté, c'est qu'on a un bachelor qui s'appelle Wine Management and Business, où là, on forme les jeunes à tout ce qui est business du vin et dégustation, puisque c'est un double diplôme avec une certification de sommelier caviste. Donc vous avez 4 bachelors qui couvrent l'ensemble du secteur. Et ensuite, sur les MBA, on va aller sur un MBA qui est International Tourism. Donc là, on forme des futurs directeurs marketing dans le tourisme en France et à l'international, soit pour faire de l'incoming ou de l'outgoing. Et ensuite, on a un MBA qui s'appelle Entrepreneurship et Innovation dans le tourisme, où là, c'est plutôt vraiment des entrepreneurs que l'on souhaite former, ou alors des exploitants de structures touristiques sur des structures qui peuvent être des TPE, PME, mais jusqu'à des grandes entreprises. Alors, c'est intéressant votre découpage, parce que du coup, on voit que c'est plus, en fait, vous y rentrez plus par la fonction, qui peut être après derrière dans plusieurs secteurs du tourisme, finalement, que par le secteur en lui-même, où il y aurait finalement on en parlait tout à l'heure, une barrière entre l'hôtellerie-restauration, la partie institutionnelle ou la partie outgoing, incoming, etc. Donc c'est tout à fait, vous y rentrez plus finalement par des fonctions et pour permettre en fait ensuite, par exemple si on est commercial, on peut être commercial dans différents secteurs du tourisme. C'est exactement ça. Vous êtes directeur marketing pour un tour opérateur, ou vous pouvez être directeur marketing dans un groupe hôtelier. Enfin voilà, vous avez des chiffres, vous avez, je ne fais pas tout le descriptif du poste, mais vous avez vraiment cette polyvalence. Après, il faut une appétence pour le produit, mais dans l'ensemble, c'est sensiblement la même chose. C'est de vendre du service à du client. Alors après, il y a le côté structurel qui rentre en jeu, mais l'un dans l'autre, c'est des plans d'action qui sont souvent similaires. Et j'allais omettre aussi sur la différenciation qui peut être faite par rapport à d'autres organismes de formation, et ce qui rentre en compte aussi dans le choix de recrutement, c'est qu'on travaille beaucoup sur les soft skills à l'IUFT, même dans le groupe compétences et développement, dans le groupe de l'école IUFT. On travaille tous les ans, chaque année de formation, que ce soit première année de BTS, la deuxième année ou bachelor, première année de MBA ou cinquième année de MBA. On va travailler sur des soft skills très précis, où il y a des modules de formation où là, les étudiants vont travailler sur la créativité, l'esprit critique, l'éthique professionnelle, la coopération ou le leadership, par exemple. Et ça va donner vraiment une différenciation aussi dans les entreprises, parce qu'il y aura eu ces modules qui vont durer entre 25, 30, voire 40 heures, où là, on a une autre approche, et plus sur les compétences douces que de la compétence dure traditionnelle. Donc ça aussi, ce qui est de plus en plus recherché d'ailleurs par les entreprises, parce que du coup l'agilité, comme on en parlait justement, fait que comme le monde change très 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 vite, il faut être en capacité justement de apprendre à apprendre. Il y a plein de soft skills qui aujourd'hui permettent justement d'être agile, et je trouve ce qui est vraiment intéressant dans votre approche, c'est justement la partie soft skills qui est assez transversale, et le fait d'y rentrer dans la plupart
des formations par la fonction qui permet aussi d'avoir une transversalité et une agilité plutôt que par le secteur, le sous-secteur entre guillemets du tourisme, quoi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et en plus, ça permet aux étudiants de se mêler à d'autres étudiants d'autres écoles, si vous voulez. Donc là, ils vont rencontrer des étudiants qui travaillent dans les ressources humaines ou dans la communication ou dans l'informatique, et ce qui va leur permettre ces échanges de mûrir et de gagner en maturité et de pas forcément être que focus tourisme, et de voir et de s'élargir à d'autres secteurs d'activité. Donc intéressant pour eux. Alors maintenant, on va passer sur une question qui est une question clé pour les étudiants, qui était une question clé hier et qui l'est toujours. C'est comment vos étudiants s'insèrent sur le marché. Quelles sont vos démarches, vos partenariats et vos atouts qui permettent notamment un vrai lien, vous en avez parlé, entre le monde étudiant et le monde professionnel. Je crois que c'est un peu ce que vous faites. Donc voilà, mais les chiffres, c'est aussi important. C'est ce qui peut être un levier de choix. Oui, exact. Tout d'abord, nos étudiants peuvent choisir de venir soit en alternance ou en initiale. Et l'un et l'autre peuvent être appréciés des professionnels. L'initiale pour l'étudiant qui ne sait pas trop le tourisme c'est quoi, ou j'ai pas forcément beaucoup de projets. L'alternance pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, qui veut partir dans tel secteur d'activité et qui veut s'en épanouir. Donc ça doit, le point d'entrée finalement ne doit pas être forcément la partie financière, mais doit être plus, puisque c'est un investissement quand même, une formation, mais doit être plus vu en termes de est-ce que je sais ce que j'ai envie de faire après, ou est-ce que j'ai besoin justement d'avoir quelque chose de plus posé pour après rentrer dans le marché de l'emploi un peu plus préparé, quoi. Oui, c'est ça, parce que si vous voulez, après, l'étudiant qui est en initiale, il va aussi avoir beaucoup plus de rencontres avec des professionnels, il va avoir des visites de sites, il va participer à une action, par exemple, sur l'IFTM Top Resa, sur un hackathon, par exemple. Il va avoir, comme je disais, il va avoir peut-être plus de masterclass qu'il y a quelqu'un qui est en alternance et qui a déjà son projet. Donc, il n'est pas du tout pénalisé. C'est pour ça, après, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vrai que nous, déjà, en termes de réussite, on a, par exemple, le BTS Tourisme, c'est 95% de taux de réussite, et on a un taux d'insertion dans les 6 mois à 71%. Donc, c'est assez important. Après, il y a des taux de poursuite d'études. Pour les bachelors, on a un taux de réussite à 96% et un taux d'insertion à 80% dans les 6 mois. Donc le chiffre est plutôt positif. Et ensuite, le MBA, le taux de réussite est de 91% et un taux d'insertion à 98%. C'est le plus fort, finalement, les études payent derrière sur l'insertion. Exactement, ça c'est primordial. Je trouve que le BTS Tourisme aussi à meilleure presse. Enfin, on a souvent en tant que professionnel peut-être une image du BTS Tourisme d'avant, et depuis la réforme de 2019 qui est très portée sur la commercialisation de produits, sur tout ce qui est beaucoup plus de GDS, etc. On a des profils qui sont beaucoup plus opérationnels, ce qui permet des taux d'insertion qui sont très très importants derrière de 71%. J'ai pas les chiffres de mon époque, mais il me semble pas qu'on était l'insertion se faisait pas comme ça. Voilà. Okay. Donc ça c'est important, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est 11e bachelor de France sur tous les bachelors tourisme, hôtellerie, restauration, et on est 4e MBA de France également en termes d'offres de formation. Donc c'est un positionnement qui est louable. Moi je cherche pas forcément que les classements, ce qui compte c'est surtout la satisfaction de nos étudiants. Bien sûr. Et leur épanouissement et leur intégration qui peut arriver derrière. Vous avez parlé des intervenants aussi tout à l'heure, des professionnels. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça aussi pour l'insertion ? Comment toute cette coopération entre le monde étudiant et le monde professionnel ? Après, on travaille beaucoup. Alors, les entreprises, et encore plus aujourd'hui, en post-Covid, où elles sont en recherche de collaborateurs, commencent à parler de marque employeur. C'est bien, on entend parler de marque employeur dans le tourisme, et j'en suis ravi. Et là, on a la chance d'avoir des professionnels qui viennent qui interviennent auprès de nos étudiants sur un format d'1 heure, 1 heure et demie, qui viennent présenter leur société. On avait récemment Goelia, on a eu VVF, on a eu Center Park. Ce matin, on avait Lufthansa, par exemple, qui viennent. Et ça, c'est vraiment important pour nos étudiants et nos apprenants d'avoir cette vision professionnelle à la fois de la marque employeur, mais à la fois des perspectives métiers qui peuvent exister.
On prend Golia ou VVF, on pense tout de suite au travail qui peut exister sur leur centre, ou sur leur village, mais aussi il y a toute la partie qui existe sur leurs sièges sociaux, avec une partie vente, marketing, qui peuvent intéresser aussi nos étudiants. Ça, c'est vraiment important. Et puis en plus, à l'IUFT, on a aussi cette côté professionnel des intervenants, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent faire cours, qui sont soit encore en cours, qui travaillent encore dans le tourisme. Je pense qu'on a un intervenant qui travaille pour un tour opérateur qui vient faire des cours de production et de packaging. On a quelqu'un de chez Accor qui fait les cours de pricing, par exemple. C'est pour vous dire qu'aussi on se détache pas du terrain et on veut pas forcément. Alors c'est très bien d'avoir de la théorie, mais des personnes qui sont encore avec le secteur d'activité, c'est primordial et c'est vraiment important pour nous. On va parler du Covid maintenant. Qu'est-ce qui change selon vous en termes d'attractivité du tourisme? C'est un sujet un petit peu brûlant. Est-ce que vous avez ressenti, vous, une crise des vocations? Et comment vous voyez l'avenir du secteur? Est-ce que ça l'a arrêté? C'est en train de reprendre, hein. On a l'impression que là, c'est entre guillemets les dernières heures sombres du tourisme, même si la situation en Europe avec le conflit actuel peuvent faire un petit peu peur. Comment vous voyez l'attractivité du secteur justement au niveau des étudiants? Vous m'auriez posé la question il y a un an, j'aurais dit que c'était pas brillant. On souffrait il y avait une désaffection pour la formation tourisme qui était importante, notamment sur les bac plus 2, pour les personnes qui voulaient rentrer en BTS. Les étudiants, les lycéens ne se projetaient pas dans un secteur qui était à l'arrêt. Les parents, bien sûr, mettaient un frein et freinaient les cas de fer quand on disait mon fils ou ma fille veut faire un BTS tourisme. C'était très très compliqué. On a réussi à maintenir sur les niveaux bachelor MBA pour des étudiants qui justement étaient en BTS et qui se disaient, ou déjà en bachelor, ils se disaient, tiens, je vais faire 1 année ou 2 années de plus, et puis on va attendre un petit peu au chaud, je vais prendre des études, puis on verra ce qui adviendra dans 5 ans. Donc la situation était assez noire il y a un an. On va dire depuis fin décembre, début janvier, là c'est du tout au tout. Je suis assez surpris par l'engouement qu'il y a pour le secteur d'activité. Alors, notamment pour le BTS tourisme, que je disais qui était vraiment, pour nous, ça a été une année morose pour le BTS. Là, on a énormément de demandes de candidature. Et le bachelor MBA, c'est pareil. Il y a des personnes qui viennent pas forcément du secteur du tourisme. Donc, c'est ça qui est intéressant. On a beaucoup de gens qui viennent de LEA, qui ont fait un BUT ou ce type de formation. Ça fait toujours rêver, du coup. Hein. C'est ça le message. Hein. Voilà, il fait toujours rêver. Et nous, en fait, et ce qui est bien, et ce que font un peu les autres écoles, c'est qu'on ne fait pas rêver tout le temps avec la jolie carte postale, le palmier à 10 000 km de chez soi, mais on fait rêver avec du tourisme de proximité, du tourisme durable. Ouais, vous allez travailler dans le digital, vous allez travailler dans une exploitation à 50 km de chez vous, dans un petit hôtel ou dans de l'hôtellerie de plein air. Eh bien, quand on leur parle de ça, les jeunes sont plutôt motivés. Ils se disent, tiens, il y a peut-être du sens aussi à faire un tourisme comme celui-ci. Donc, c'est ça qui est encourageant dans les derniers entretiens qu'on peut avoir lors des jurys d'admission, par exemple. Donc, c'est plutôt aujourd'hui, et c'est un petit peu ce qui est communiqué aussi dans les journaux, dans les médias. On a parlé récemment un petit peu de la crise de sens. Et finalement, le secteur, il a aussi peut-être plus dans le tourisme de proximité, comme vous le dites, ce vecteur de sens et de comment j'impacte positivement mon environnement. Et le tourisme, il faut le rappeler quand même, c'est aussi un vecteur pas que économique, hein, mais aussi social, humain, et qui amène beaucoup de choses positives. On parle beaucoup du tourisme comme ayant un impact environnemental, mais c'est aussi et surtout en fait un vecteur d'échange humain, de sociabilité, mais aussi d'amélioration de la vie sur les territoires. Voilà, il y a plein de choses dans le tourisme, hormis le côté un petit peu plus sombre de l'impact environnemental dont on parle beaucoup. Et tout ça, en fait, c'est plutôt quelque chose de positif qui ressort à travers la jeunesse de cette envie de participer au monde de demain, quoi. Oui, complètement. Nous, c'est vraiment c'est réinventer le tourisme de demain, et c'est plus le tourisme comme nous l'avons vécu. Alors vous, peut-être Mélanie, moi-même, il y a un peu plus d'années où on prenait
on prenait un avion 2 jours pour aller à Marrakech, on prenait un avion de 180 places pour aller faire la fête, etc., pour décompresser avec une bande de commerciaux ou toute la société. Là, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens et au contraire, on est en train d'être pointé du doigt si on refait des choses comme ça, on va être pointé du doigt par rapport à notre empreinte carbone. Aujourd'hui, les étudiants, ils ont plus envie de travailler sur le séminaire, sur un petit château dans le coin qui est à 50 km, où on va faire des activités œnotouristiques, par exemple. Et c'est ce qui a plus de sens pour eux et pour nous aussi. Et je pense qu'ils sont dans le vrai. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler en ce sens-là. Et il y a plein de choses à faire aussi en France pour développer les territoires, donc c'est c'est encore plus intéressant en fait. Le tourisme français devient hyper intéressant parce qu'il y a des enjeux dont on parlait pas récemment et qui commencent à sortir et qui rendent un grand intérêt au tourisme de proximité. Et je trouve que ça donne vraiment il y a des postes hyper intéressants, même de jobs hyper intéressants sur la partie tourisme français, et je trouve ça assez génial personnellement. Et bon, même si le tourisme going, je veux dire, moi je rêve toujours d'aller en Égypte, hein, donc ça n'empêche pas le rêve. Et le going a encore de beaux jours devant eux, donc voilà. Ah, c'est sûr, c'est clair. Par rapport à ça, au niveau de votre formation, comment vous avez géré le distanciel et le présentiel? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement vous êtes habitué, un peu comme les entreprises, et finalement la qualité de la formation elle a été identique et c'est quelque chose qui va perdurer après ou pas? Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif finalement dans le distanciel et de moins positif, ou de voilà, quel est le meilleur des deux finalement? Le meilleur des deux, je pense qu'on va arriver à l'hybridation l'hybridation des formations avec une partie distancielle et une partie présentielle. Tout d'abord pour des raisons logistiques, hein, on manque de plus en plus de locaux, de bureaux pour accueillir les personnes, alors que ce soit avec les collaborateurs ou avec les étudiants. Donc là, on est obligé de repenser une organisation. Après, le distanciel a appris à travailler complètement différemment. Mais je pense que sur la formation, c'est encore très compliqué, très complexe, notamment avec des jeunes apprenants. Et j'étais aussi avec une étudiante ce matin qui me disait en fait, je sais pas ce qui me fait plus plaisir, si je préfère faire du distanciel chez moi ou d'être en présentiel, parce que les deux me plaisent. Mais voilà, il y a des inconvénients aussi de venir à l'école, parce que je pollue, je prends des transports je prends les transports, ou sinon de rester chez moi, mais sachant que je vais quand même beaucoup moins suivre les cours. C'est pour ça qu'il est compliqué quand même, malgré tout, et on le voit nous aussi, hein, quand on fait du Teams pendant 8 heures, on n'est pas du tout, on n'est pas actif, on n'est pas actif à 100%. Et les étudiants, c'est pareil, pour dispenser de la formation, je pense qu'il y a on a besoin encore de faire passer des messages en direct qui sont difficiles par vidéo, juste par la voix. Donc, je pense que par rapport à ce sujet, j'imagine que les jeunes aussi, quand on est jeune, on a quand même beaucoup besoin d'être accompagné, justement d'être en entreprise pour avoir la formation, hein, ne serait-ce que la formation, c'est quand même plus simple quand on est en présentiel, et aussi voir des gens. Je pense que c'est aussi un moment de vie où on a peut-être aussi besoin beaucoup plus d'être en interaction quand on est peut-être un peu plus âgé et qu'on est un peu plus autonome. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a l'instant de formation, mais il y a aussi tous ces moments informels, entre guillemets, où moi je vois, hein, quand je passe dans les couloirs, il y a des étudiants qui attendent avant de rentrer en cours. On discute 5 minutes. Ah oui, ça va, c'est ça ton projet, ou ah oui, tiens, t'as envie de faire ça, vous savez que. Et c'est des choses, effectivement, qu'on peut pas faire quand on a 1 heure précise de cours en vidéo sur de la gestion. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est ce qui manque, et c'est pour ça qu'on va continuer
On va continuer le présentiel impérativement, même si pour des raisons un peu logistiques, il y aura des cours. Et puis des questions pratiques, parce que des fois aussi, on a des compétences d'intervenants qui sont souvent à l'étranger et qui ont des vraies compétences et qui ont un vrai savoir aussi de l'animation, de ces animations d'un cours en vidéo, chose qui est très très rare encore. Et je pense que les zones, les axes et les points d'effort seront au niveau de nos formations, sont sur la présentation vidéo. Comment rendre ce média-là finalement vivant Ouais, complètement. On le voit, et puis nous les premiers, voilà, d'animer un cours. Bon, voilà, on a des klaxons, on a un peu d'outils un peu collaboratifs, mais c'est assez limité. On perd assez vite les gens malgré tout. Et comme je vous dis, au bout de 2 heures de cours, voilà, on a plus d'étudiants, ils décrochent. C'est assez compliqué. Et il y en a quelques rares qui arrivent à les maintenir, par des jeux, par de l'interactivité. Mais voilà, je pense que les enjeux seront animés sur de la vidéo. Et puis travailler sur des outils collaboratifs un peu plus ludiques qui permettent l'interaction. Ça sera vraiment un des gros enjeux. Pour un peu terminer l'entretien, un peu le mot de la fin, quels sont vos enjeux, vos challenges et vos souhaits prioritaires pour l'année, le mot de l'année et voilà, comment vous voulez aborder cette nouvelle année qui est déjà entamée quand même. Oui, bien sûr. L'impact sur le paysage de la formation du tourisme en France et quel message vous avez envie aussi de faire passer à la fois aux plus jeunes mais aussi aux plus âgés quant au sujet de la formation dans notre secteur. D'accord. Je pense que l'enjeu, c'est que la formation dans le tourisme, elle doit permettre vraiment à tous les publics de s'épanouir dans leur vie professionnelle. Ça me paraît essentiel. On est dans un secteur où on aime à rappeler que travailler dans le tourisme, c'est une formidable raison d'être heureux. Et la formation, ça doit être la première marche qui amène vers le secteur. Donc, l'idée, c'est de redorer le blason de la formation dans le tourisme. Même si j'ai dit qu'il y avait un bon redémarrage, il faut qu'on continue et que ça perdure et qu'on est prêt à accueillir vraiment tous les publics. Ça, c'est vraiment l'enjeu numéro 1, c'est d'être vraiment continuer à faire rêver, quoi. Continuer à faire rêver, à porter du bonheur, du service à nos étudiants, et puis après, bien sûr, pour qu'ils puissent en apporter aux clients, parce qu'on en a besoin, et on a besoin d'être bon là-dedans. C'est l'enjeu numéro 1. L'enjeu numéro 2, il est surtout pour nous, il nous rapprocher vraiment des territoires et des entreprises, afin qu'ils définissent réellement leurs compétences et les besoins existants, ou les besoins à venir. C'est un projet que j'entreprends depuis plusieurs temps. On va revenir vers eux, on a besoin d'avoir des avis de RH, DRH, de commerciaux, de directeurs marketing, pour organiser ce que je disais tout à l'heure, des comités opérationnels pédagogiques, pour répondre avec notre pédagogie à des compétences qui sont réelles sur le marché. On a déjà travaillé avec des organismes comme Worldia, comme Utopia, on travaille beaucoup avec eux aussi, où ils nous font part aussi de leur ressenti, de leurs besoins. Et si j'avais un mot, moi, c'était oser venir rejoindre une formation en tourisme, oser se lancer dans un bachelor où on apprend les bases du management, qu'on soit étudiant ou salarié. C'est oser se lancer aussi dans un MBA où on apprend à construire une stratégie ou à apprendre. Et puis c'est oser nous rencontrer. C'est surtout être curieux dans un secteur qui prend vraiment un virage digital et durable où on a vraiment des vraies raisons de s'épanouir. Et c'est oser et de prendre un peu de risque. On est en France, vous pouvez retomber sur vos pattes, mais oser venir dans le tourisme, je pense que vous pouvez vous éclater et vous amuser. Il y a plein d'enjeux, il y a plein de challenges, et en fait, moi j'aime aussi à le rappeler, c'est que finalement le tourisme il cristallise tous les enjeux actuels de tous les secteurs. Et du monde, quoi. Donc c'est un très très beau secteur, et merci pour le message. Merci Julien d'avoir accepté notre interview et puis d'avoir accepté de parler de la formation. C'est hyper intéressant, et je souhaite à l'UFT et aux étudiants qui travaillent et aux futurs collaborateurs, etc., un très bel avenir dans notre secteur. Merci. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés.
Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode analogue des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocksment vôtre!